Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux en souhaitant que vous ayez pu, si certains en ont profité de cette période de vacances pour recharger vos batteries, si certains ont pu quitter Paris ou rester à Paris et profiter des différents événements culturels qui peuvent exister dans la capitale. J'ai reçu le pouvoir de François Comet, qui l'a donné à Madame Hervieux. Je vous propose d'approuver la désignation de la secrétaire de séance Florence de Vara, qui sera assistée de Christophe Rioual, directeur général des services. L'ordre du jour définitif de la séance comprend 17 points. Et en premier lieu, je vous propose de faire voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le mardi 29 novembre 2022. Nous avons reçu le vœu de Madame Kiss, que nous étudierons tout à l'heure, ainsi qu'une question orale sur lequel je vous remercie, ma chère collègue, ça nous permettra de faire le point sur les terrasses estivales 2022 et 2023. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons également comme point particulier, eh bien écoutez, non, nous n'en avons pas d'autres. C'est donc l'extrait des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du 29 novembre. Chacun est d'accord pour l'adapter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous attaquons tout de suite cet ordre du jour qui est composé pour l'essentiel de subventions et de quelques délibérations à caractère juridique. Et je donne la parole à Chantal Lambert-Burins qui va rapporter sur le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, oui, c'est une délibération qui nous est familière. Il s'agit de 4 associations parisiennes qui sont dans le domaine de la culture et de la musique. Celle qui nous intéresse est particulièrement l'esprit jazz. C'est pas que les autres soient inintéressantes, mais elles n'en sont pas dans notre arrondissement. Donc, l'esprit de jazz à Saint-Germain-des-Prés, cette manifestation est toujours soutenue par la ville de Paris et elle fait revivre le jazz, surtout dans des lieux du quartier Saint-Germain-des-Prés. Donc, sa programmation, c'est une dizaine de concerts régulièrement, avec un panorama de musique jazz, d'origine aux créations les plus récentes. Donc cette année, c'est la 22e édition. Elle se tiendra du 10 au 17 mai dans plusieurs lieux. C'est toujours le cas régulièrement. Le théâtre L'Odéon, théâtre de l'Europe, l'église Saint-Sulpice, la Maison des Océans, la Monnaie de Paris, je crois que c'est nouveau, il me semble. Et également, dans ces lieux, non seulement il y aura les concerts de plusieurs artistes reconnus comme le pianiste Yaron Herman, l'accordéoniste Richard Galliano, le trompettiste Éric Truffaz, les organistes Rhoda Scott et Sophie-Véronique Kochfer-Choplin, mais également il y aura des jeunes artistes comme chaque année, artistes de la scène jazz actuelle et entre autres le trio Émile Londonien et l'harmoniciste Ariel Barr. Voilà. Donc, je vous propose de voter pour cette subvention d'un montant de 20 000 € et je pense que vous me suivrez dans cette démarche. Merci, mes chers collègues. Merci Madame la Première Adjointe, c'est effectivement un très très beau festival et je sais que beaucoup parmi vous le supportent, le soutiennent et interviennent pour que les subventions ne baissent pas. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie, la délibération est adoptée et je passe tout de suite la parole à Monsieur Passlec, maire adjoint chargé de la culture, pour l'association Circé. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Donc, mes chers collègues, cette association est l'association qui organise chaque année sur la place Saint-Sulpice, dans le cadre de la foire du éponyme, le marché de la poésie. Or, comme vous le savez, ce marché de la poésie est effectivement une manifestation phare du point de vue culturel pour notre arrondissement, puisque c'est la seule manifestation qui est consacrée à la poésie en France, et en tout cas qui a cette envergure. Car en effet, chaque année, ce sont 500 éditeurs environ, revues de poésie et de création littéraire qui se retrouvent et qui attirent 30 000 visiteurs.
En 2022, le marché s'est déroulé donc en juin, comme d'habitude, et a été effectivement, comme toujours, un grand succès. En 2023, la 40e édition aura comme thème la poésie des Caraïbes. Et donc, ce seront des poètes notamment d'Haïti, de la Jamaïque, de Cuba, qui seront à l'honneur. Pour cette association et pour cette grande manifestation, je vous demande de bien vouloir donc adopter cette délibération permettant d'attribuer à l'association Circé une subvention de 18 000 €. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur le maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole, mes chers collègues, pour ce beau festival de la poésie qui d'ailleurs doit être subventionné aussi par la région, je crois savoir. La région, par l'État. Par l'État. Grâce à l'activité inlassable de Monsieur Gimeno Ponce. Qui est le délégué général. Voilà. Je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et nous passons à l'apposition d'une plaque commémorative en hommage à deux grands poètes du 6e arrondissement, qui ont vécu dans le 6e arrondissement. Je passe la parole à notre collègue Claude Ribes. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc il s'agit d'apposer une plaque au numéro 12 de la rue Jacob, en mémoire de Leonora Carrington et Max Ernst, qui ont vécu là, si j'ai bien compris, en 1937, pendant quelques mois. Donc Leonora Carrington est un peu moins connue que Max Ernst, mais bon, ils ont une histoire un peu compliquée d'ailleurs, qui pourrait nous renvoyer à la chanson de Rezvani dans Jules et Jim, Le tourbillon de la vie. Mais bon, pendant ces quelques mois, ils ont été là. Elle avait 20 ans, il en avait 46, et c'était effectivement une période d'effervescence du surréalisme. Ensuite, il nous est dit dans l'exposé des motifs qu'ils se sont séparés, donc chacun est reparti de son côté dans le tourbillon de la vie, comme dit la chanson, et que dans les années 70, Leonora et Carrington est devenue l'une des voix du mouvement de libération des femmes, ce que j'ignorais, mais bon, elle est évidemment tout à fait méritante, et la plaque est bien évidemment la bienvenue. J'en profite juste pour faire une petite... je vous appellerai évidemment à voter favorablement, mais je fais juste une remarque qui est peut-être le fruit de mon ignorance, c'est que dans les projets de délibération, et c'est pas la première fois que je le remarque, il est jamais dit que les propriétaires de l'immeuble sur lesquels la plaque est apposée sont favorables. Alors peut-être que c'est dans le dossier, que j'ai pas la pièce, mais s'agissant d'un projet qui émane non pas de nous, dans le 6e arrondissement, parce que nous, si on a un projet de plaque, bien évidemment, on aura l'avis de l'immeuble, mais émanant de la mairie centrale, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin bon, je fais tout à fait confiance à Laurence Patrice, et je suis bien évidemment sûr que il y a un avis favorable de l'immeuble et de la copropriété, et que ça pose aucun problème. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je vous propose donc de voter favorablement pour la position de cette plaque en mémoire de Leonora Carrington et de Max Ernst. Merci, mon cher collègue, pour nous avoir fait voyager dans l'histoire et un peu à la géographie, parce que vous ne voulez pas parler, puisque dans le tourbillon de la vie qui les a saisis, les a amenés à vivre ensuite sur 2 continents séparés. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter pour cette plaque mémorielle. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. Et nous passons maintenant à l'organisation des consultations gratuites d'avocats. On revient on revient dans l'actualité, et je donne la parole à Paul Maria. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. La délibération que je vous présente ce soir a trait à une tradition historique de la ville de Paris, puisqu'elle remonte à 1977, qui est la tradition des permanences juridiques.
organisées dans les mairies d'arrondissement. Donc, on nous demande de voter, et je vous appellerai évidemment à voter favorablement, une subvention qui vise à subventionner ces activités de conseil gratuits aux citoyens parisiens. C'est une subvention qui porte sur qui est d'un montant de 296 750 € et qui permet de financer un partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Alors pour rappel, ces consultations sont en général organisées sur des durées de 20 minutes par citoyen et se déroulent généralement en fin d'après-midi, voire en début de soirée, à intervalles réguliers. Et depuis 2017, j'ajoute que ces consultations se sont diversifiées et portent aujourd'hui sur tous les champs du droit qui peuvent impacter la vie de nos concitoyens, et notamment le droit du travail, le droit du logement ou le droit de la famille. Et on sait que pendant la période du Covid notamment, ces consultations pour un certain nombre de gérants de commerce ont été très utiles. En 2021, pour reprendre une année pleine, si je puis dire, qui n'a pas été impactée par la pandémie, et il y a environ entre 8 000 et 9 000 personnes qui ont bénéficié de ces prestations. Et pour 2023, l'Ordre des avocats au barreau de Paris s'engage à renouveler l'affectation d'avocats à ces dispositifs pour assurer 1728 permanences sur la totalité de l'année 2023. Donc, compte tenu du service rendu à la population parisienne, je vous demande, mes chers collègues, de voter favorablement cette subvention. Merci. Merci, monsieur le conseiller délégué. Alors, bien évidemment, c'est une subvention, vous l'avez compris, qui concerne l'ensemble des secteurs, des arrondissements parisiens. Et ça ne concerne pas uniquement le 6e arrondissement. Tous les chiffres qui ont été cités par notre collègue, effectivement, concernent l'ensemble de la capitale. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Flaubert. Oui, juste 2 mots. Je voterai favorablement, mais simplement, je suis toujours un petit peu gêné par ce terme de gratuité, en fait, c'est pas gratuit, en fait, c'est payé par les impôts des Parisiens et par des subventions. Mais quand on dit consultation gratuite, en fait, elles sont pas gratuites puisque on les paye, mais c'est tout. Elles sont gratuites, mon cher collègue, pour les Parisiennes et les Parisiens qui en bénéficient. Elles ne sont pas gratuites pour les contribuables parisiens. Mais c'est déjà bien qu'elles soient, en tout cas, gratuites pour les Parisiennes et les Parisiens, car on sait que les avocats ont des tarifs, quelquefois, qui sont variables. Bien, je vous propose mais c'était bien de le préciser, effectivement. C'est vrai que la consultation d'avocat, et il faudrait effectivement modifier le terme du mémoire. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté. Nous poursuivons nos travaux et je donne la parole maintenant à notre collègue Ariel Bocan. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme tous les ans, nous votons ici des dotations complémentaires de fonctionnement et des subventions d'équipement et de travaux pour les collèges de Paris. Alors, nous ne sommes pas concernés dans cette délibération pour les dotations complémentaires de fonctionnement. Mais par contre, nous le sommes pour les subventions d'équipement qui sont d'un montant total de 2 62 885 €, dont 23 200 qui reviennent à Jacques Prévert et 21 500 qui reviennent au Collège Montaigne. Alors, il s'agit de photocopieurs, d'ordinateurs, de panneaux d'exposition, de fauteuils, voilà. Et nous sommes aussi concernés par des subventions de travaux qui sont d'un montant total de 109 905 € pour Paris et en l'occurrence de 1 987 € pour Pont de Lodi, donc l'annexe de Prévert, qui est utilisée actuellement par le lycée Fénelon, mais il s'agit du remplacement de la tuyauterie pour le départ du chauffage, donc c'est assez important. Je vous demande donc de voter ces subventions pour les collèges Prévert et Montaigne. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je rappelle que d'ailleurs, l'ancienne SECPA Pont de Lodi, qui continue à être gérée administrativement par le collège Jacques Prévert, n'est plus utilisée par le collège Jacques Prévert. Ça a abrité pendant 2 ans le lycée Fénelon, notamment pendant la période de travaux. Il continue à l'utiliser actuellement.
Et à terme, ça sera, les travaux démarreront, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, il faudra sans doute plusieurs années avant que ça soit effectivement créé. C'est la Maison internationale du dessin de presse, Maison européenne, pardon, du dessin de presse, qui s'implantera à cet endroit. Opération commune et conjointe à la maire de Paris, à la présidente de la région Île-de-France et au président de la République. C'est une sorte de miracle dont nous allons profiter dans le 6e arrondissement. Madame la conseillère. Merci, monsieur le maire. Oui, simplement pour dire un mot, puisqu'on aborde les questions de subventions pour les établissements du second degré et les collèges publics. Simplement, je voulais quand même qu'on puisse avoir en tête, moi je suis très en colère à titre politique et personnel sur ce qui est en train de se passer par l'Académie de Paris et le ministère de l'Éducation nationale sur la fermeture des classes à Paris. Vous en avez sans doute entendu parler, avec un nombre extrêmement conséquent de postes qui vont être supprimés, des classes à hauteur de 180 classes l'année prochaine qui vont être supprimées dans l'Académie de Paris, notamment pour les écoles maternelles, primaires et aussi collèges. Nous avons la chance dans le 6e d'être un petit peu épargnés parce nous avons assez peu d'établissements, mais le collège Jacques Prévert, justement, dont il a été question, est concerné au titre d'une classe qui sera supprimée au niveau du 5e, du niveau du 5e. Nous avons la chance de voir arriver une section internationale russe. Et c'est vraiment heureux parce que ça va pouvoir faire venir d'autres élèves, parce que c'est désectorisé en fait quand vous avez des sections internationales, donc y compris d'ailleurs en dehors de l'Académie de Paris. Donc heureusement qu'on a cette section internationale russe qui va arriver, mais là on se retrouve on a des diminutions et des fermetures de classes dans des proportions qui sont inacceptables, alors qu'on pourrait justement profiter de la baisse de la démographie parisienne pour repenser notre système éducatif et pour améliorer non seulement les conditions d'apprentissage pour les élèves, mais aussi les conditions de travail pour les enseignants. Et moi, je le regrette. Alors, je sais que c'est une décision qui provient du ministère, mais sachez que à Paris, nous, la ville de Paris et la maire de Paris extrêmement mobilisés contre ces suppressions de classes, et j'espère vraiment que le 6e sera préservé dans les années à venir, puisqu'on a 2 établissements publics du second degré qui sont Prévert et Montaigne, et on a vraiment, avec le poids du privé qui prend toujours plus d'importance, on a vraiment intérêt à continuer, je pense collectivement d'ailleurs dans ce conseil municipal, à défendre nos équipements publics de scolarisation pour les élèves du 6e. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, Madame Beaucamp. Je vous en remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, vous me donnez, je ne comptais pas en parler, mais vous me donnez l'occasion de vous, peut-être, et de vous rassurer s'agissant du 6e et de nous inquiéter s'agissant de Paris. Il est vrai que la ville de Paris a dû perdre en l'espace de 6 ou 7 ans quasiment 25 000 élèves dans le premier degré, ce qui est absolument gigantesque, énorme. 25 000 enfants, ça fait l'équivalent, si vous prenez des écoles de 10 classes, c'est donc 10 classes, au maximum, c'est 300 enfants. Donc, vous divisez, 25 000 enfants par 300, ça vous fait 80 écoles. Ça veut dire que la ville de Paris pourrait voir 15% de ces écoles mises en cause. Alors après, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on peut pas s'en satisfaire. Mais ça veut dire que quand on gère une mairie aussi importante que Paris, on doit essayer d'anticiper. C'est-à-dire que pendant des années, malheureusement, Paris a perdu des enfants et le rectorat l'Académie de Paris n'a supprimé aucun poste. Pourquoi ? Parce que nous avons enchaîné les années électorales et que personne ne voulait, pendant ces années électorales, plus les années de Covid, prendre des décisions. Alors maintenant, effectivement, la ville de Paris est victime, entre guillemets, de suppression de postes, mais il faut dire, j'ai horreur des comparaisons, comparaison n'est pas raison, mais quand vous comparez le traitement de Paris et de la province, ce qu'on appelle les territoires, on voit que on a des situations qui sont beaucoup plus dramatiques dans les territoires. Vous avez des ratios d'élèves qui sont absolument pas ceux qu'on connaît à Paris. Alors on peut toujours dire, effectivement, on aurait pu profiter oui, d'accord, mais il faut aussi anticiper. Si on a moins de problèmes dans le 6e, c'est qu'il y a eu un excellent adjoint au maire, dont je tairai le nom, chargé des écoles il y a un certain nombre d'années, qui a effectivement restructuré, qui a accompagné, qui a regroupé.
ce qui n'a pas été fait dans certains arrondissements. Par exemple, je peux prendre le cas du 4e arrondissement, où les maires se sont succédés. Maintenant, c'est noyé dans Paris-Centre. Mais on a multiplié les écoles à 4 ou 5 classes, ce qui, avec d'ailleurs des coûts d'exploitation colossaux pour la ville de Paris. Donc, moi, ce que j'espère et ce qu'il faudra dans les prochaines années, c'est que collectivement, effectivement, et j'ai confiance dans Patrick Bloch, qui est, de ce point de vue-là, un adjoint tout à fait compétent, mais que, en liaison avec les mairies d'arrondissement concernées, la ville de Paris et l'État essaient effectivement de prendre les bonnes mesures, surtout qu'on n'a plus beaucoup de foncier à Paris. Et peut-être qu'une école pourra peut-être être reconvertie en centre de santé, en centre accueillant un certain nombre de choses. Je parle pas du 6e arrondissement, puisque nous, on a fait le boulot déjà dans le 6e arrondissement. Alors après, il y a le problème du second degré. Malheureusement, à partir du moment où vous perdez des élèves en maternelle, en élémentaire, à terme, ça affecte les collèges avant d'affecter les lycées, et la carte des collèges devra également être reprise. La carte des collèges devrait également être reprise. Après, s'agissant de Jacques Prévert, qui est effectivement notre collège le plus fragile, vous avez noté avec satisfaction l'arrivée de cette section internationale franco-russe, qui est due au fait, parce qu'il faut raconter l'essentiel de l'histoire, qui est due au fait que, justement, j'ai accepté, il y a quelques années, qu'on accueille à l'école Littré des sections internationales franco-russes et russophones. Parce que si on dit, il faut présenter actuellement, voilà, russophone. Donc, ça a permis effectivement, et ensuite on avait ce problème. À partir du moment où on accueillait à l'élémentaire Littré des élèves russophones, il fallait assurer que la suite soit plutôt dans le quartier latin, parce que je vais vous dire, certains à l'académie à un moment avaient complètement oublié et disaient il y a déjà beaucoup de sections internationales à Montaigne, on va surtout pas les mettre à Montaigne, et puis on pourra les mettre au fin fond d'un autre arrondissement. Il était logique qu'à partir du moment où on avait fait venir, et il y avait des parents qui s'étaient organisés pour faire venir leurs enfants à Littré, certains d'ailleurs habitent à proximité, d'autres habitent plus loin, qui en sortent une continuité, parce qu'il y a des fratries. Et là, finalement, l'académie, en liaison, et grâce à un inspecteur d'enseignement général de russe, qui s'est déplacé et qui a compris le problème, ça a pu atterrir à Jacques Prévert, et c'est une bonne chose. Et si on pouvait d'ailleurs avoir une section européenne à Jacques Prévert dans les prochaines années, ça serait très bien. Après, il faut que la carte scolaire du second degré soit également revue. On peut peut-être faire évoluer la carte scolaire du second degré, peut-être avec le 7e, peut-être avec Paris-Centre. Le 5e, ça sera plus difficile, parce qu'il y a sans doute un collège public en trop dans le 5e arrondissement, mais ça, c'est des affaires de la mairie du 5e. Donc, vous voyez, il faut effectivement, il y a un travail commun à faire entre la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement et l'académie. Et je pense qu'il faut absolument que ce travail soit fait au cours des prochaines années. Mais je vous remercie d'avoir évoqué ce problème, parce que c'est un problème patent et qui va, pas dans le 6e, mais dans d'autres arrondissements, poser des difficultés. Mes chers collègues, avons-nous voté? Non. Donc je vous propose de voter pour les subventions à ces deux collèges. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je vous propose de continuer nos travaux et nous arrivons à la petite enfance. Non, nous avons le dispositif Coproasis. Et je redonne la parole à Madame Bocan. Oui. Alors, le dispositif Coproasis que je vous présente permet aux copropriétés de bénéficier d'aides pour les travaux de végétalisation et de valorisation des eaux pluviales à travers 3 plans. Le plan Paris-Pluie, qui restaure le cycle naturel de l'eau et transforme l'eau de pluie en ressources. Le plan biodiversité, avec des projets de végétalisation et de désimperméabilisation des espaces publics et privés, sur les toitures, les façades ou les cours oasis dans les écoles. Et le plan arbre, qui encourage la plantation massive d'arbres. Les copropriétés ont leur rôle à jouer, puisque 30%, ce que je ne savais pas, de l'espace non bâti à Paris est privé, et dont la moitié de ces 38% sont dans des copropriétés.
La Ville de Paris propose de mettre en place un dispositif afin d'inciter les copropriétés à récupérer les eaux de pluie, végétaliser les espaces libres à travers Coproasis en finançant une partie des études préalables et en finançant également les travaux avec un plafond de 30 000 € par projet. Pour ce faire, la Ville de Paris s'associe à l'Agence parisienne du climat, qui sera le principal partenaire des copropriétés, la ville s'occupant de l'instruction administrative et du paiement des subventions. L'investissement total prévu est de 900 000 €, financé sur le budget de la Direction de la propreté et de l'eau et des espaces verts et de l'environnement. Je vous demande donc de voter cette subvention et d'approuver la convention de partenariat entre la ville et l'Agence parisienne du climat. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Donc, c'est effectivement une délibération importante. On a des progrès à faire en la matière. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que à la fin du mois de mars, nous aurons une réunion avec l'Agence parisienne du climat qui sera destinée aux syndics d'immeubles, aux syndics de copropriété, pour effectivement essayer de progresser dans ce domaine compliqué, sont les travaux d'isolation. Et vous savez que dans les copropriétés, qui sont un peu des petits villages gaulois à elles toutes seules, c'est toujours difficile de se mettre d'accord. Après, il y a les DPE, ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique, qui sont d'ailleurs peut-être aussi une machine à fabriquer des gilets jaunes potentiels qui peuvent inciter les copropriétés à faire des travaux d'isolation. En tout cas, c'est bien que nous soyons en pointe dans ce sujet et c'est bien que nous adoptions également ce projet qui va dans le bon sens. Après, comme tous ces projets, il faudra faire des évaluations parce qu'on lance beaucoup de choses en France, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, et après, quelquefois, on en entend pas assez parler, on communique pas assez autour, on rend pas la chose suffisamment intelligible. Là, il faudra bien sûr l'expertiser dans un certain temps, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans 2 ans, par exemple, il faut se donner 2 ou 3 ans pour effectivement voir comment ça se passe. Donc, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose d'adopter ce projet. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons à 2 délibérations petite enfance. Et je donne la parole à Chantal Lambert-Buras. Merci, monsieur le maire. Oui, mes chers collègues, ce sont des délibérations que vous connaissez bien puisqu'elles reviennent tous les ans pour attribuer des subventions aux associations, aux crèches associatives. Il s'agit pour la première délibération de la crèche, des crèches Esperem. Esperem, ancienne Arfog, a son siège social au 83 rue de Sèvres. Et cette association a 4 crèches, ce qui représente 114 places. Dans Paris. Au 83 rue de Sèvres, c'est une crèche de 30 places qui propose une grande partie de ces places d'ailleurs aux mamans seules qui sont hébergées dans une des parties du bâtiment à cette adresse. La subvention globale pour les 4 associations s'élève à 795 948. Je vous propose de voter cette subvention. Alors, par ailleurs, il y a aussi également des travaux de dépollution, et je ne sais pas si c'est 2 votes ou c'est un seul vote. Dans le doute, je vous dis donc que le petit jardin de la crèche de la rue de Sèvres a été aussi victime d'arrivée de particules de plomb à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, et que il a été prévu de dépolluer ce petit jardin. Et pour financer les dépenses de cette opération, l'association a bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 2020, en même temps d'une avance de 21 610 € qui correspond au montant d'un devis pour la dépose de la terre polluée. Et l'association sollicite auprès de la ville de Paris un financement complémentaire de 31 740 € pour le remblaiement et la mise en place d'un sol souple. Voilà, donc cette subvention de 795 948 arrive donc à 827 688 quand on additionne les 2 propositions de subvention. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter favorablement
pour ces deux subventions, l'une pour l'ensemble des crèches d'Espérem et l'autre pour le remblaiement et la mise en place d'un sol souple pour celles qui nous concernent plus particulièrement au 83 rue de Sèvres. Bon, c'est parfait. Je sais que cette délibération sera ensuite présentée au Conseil de Paris par notre collègue Céline Hervieux, donc j'ai toute confiance pour qu'elle soit finalement adoptée. Après, quelquefois, quand on peut faire des délibérations plus courtes, c'est pas plus mal. Donc, je vous propose de voter pour cette double subvention, fonctionnement et investissement qui concerne la crèche Espérem, ex-Arfog, 83 rue de Sèvres, qui est une crèche de petite capacité, je crois. 30. Ah oui, quand même. Bien. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie pour cette crèche en particulier et je redonne la parole pour la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon à Chantal Lambert-Burins. Merci, Monsieur le maire. Là, effectivement, le nombre de crèches est beaucoup plus important. C'est 26 établissements subventionnés au prix de la place, donc indiqués comme forfaitisés, puisqu'il en existe deux établissements, l'un dans le 16e et l'autre dans le 17e, qui ne sont pas concernés par cette subvention, puisqu'ils ne sont pas, ils ne sont pas soumis au forfait, donc ils feront l'objet d'une nouvelle délibération. Donc 26 établissements, 1386 places. Pour ce qui concerne le 6e arrondissement, c'est la crèche collective Bethléem, ou dite Jean Bar, avec 30 places. La halte garderie de plein air du Jardin du Luxembourg, 25 places, donc 15 possibilités de repas, donc pas 25 places de journée. Et le multi-accueil, plus récemment, Louis G, avec 40 places. Voilà, donc la subvention globale est de 8 667 628 € et je vous propose de donner un avis favorable pour ce montant. Merci, mes chers collègues. S'il n'y a pas de demande particulière de prise de parole, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la jeunesse, au secteur de la jeunesse et notamment des centres d'animation. Et je donne la parole à notre collègue Iris Berthomier. Merci, Monsieur le maire. La délibération que je viens vous présenter, chers collègues, concerne le centre Paris Anime Richard Wright et ses annexes. Il s'agit de passer une délégation de service public pour la gestion de cet équipement et donc de ces deux annexes. Et il s'agit d'approuver le principe de passation. Donc ce centre d'animation Paris Anime est géré depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre d'une délégation de service public qui lie donc la ville de Paris et l'association Actis. Cette délégation de service public arrive à échéance le 31 août 2024 et donc lors du conseil du 2 novembre 2022, du conseil d'arrondissement, nous avons opté pour une délégation de service public et donc c'est la suite de cette procédure qui nous est présentée aujourd'hui. Donc la ville est dotée donc de 50 centres d'animation, dont celui qui nous est présenté. Ce sont des centres d'animation qui ont 3 missions principales. La première, c'est assurer une information pour la jeunesse. La deuxième, proposer des activités de loisirs à caractère culturel. Et la troisième, c'est constituer un lieu de convivialité. Donc il y a un cahier des charges qui est contenu dans le rapport à la commission consultative des services publics locaux qui nous est présenté. Dans ce cahier des charges, il est précisé donc par exemple que le centre devra être ouvert à minima 6 jours par semaine. Proposer des activités culturelles, y compris en soirée, y compris pendant les vacances scolaires, avec une programmation spécifique à destination des jeunes l'été, etc. Donc je vous propose de voter favorablement cette délibération en vous précisant qu'il y aura un contrôle de gestion qui sera assuré par la ville de Paris et que Monsieur le maire présidera une commission de coordination et de contrôle qui veillera aux conditions d'application de cette convention. Voilà, je vous invite à passer au vote. Merci, ma chère collègue. C'est toujours un peu lourd, les gestions de centres d'animation, en général, via des DSP. Enfin, c'est lourd, la procédure de reconduction. Donc, il y a plusieurs stades, et là, c'est le stade premier, effectivement, et on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble dans les prochains mois, et même en 2024. Donc, je vous propose de voter favorablement, puisque si on votait pas favorablement, ça
ça enrayerait le processus et à terme, ça pourrait effectivement être très gênant dans la gestion du centre. Quelle que soit d'ailleurs l'association qui soit in fine choisie. Donc, murmure d'approbation, oui. Qui ne prend pas par vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant aux délibérations 12 et 13 qui ont trait toutes les deux au parc de stationnement Saint-Sulpice, qui est donc à quelques encablures de cette salle. C'est Charles Flaubert qui va rapporter. Si vous voulez faire, monsieur le maire, monsieur l'adjoint, une présentation commune, on aura 2 votes, mais puisque les 2 délibérations sont liées, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, ces 2 délibérations portent sur le parking Saint-Sulpice, qui est un parking qu'on connaît tous. On a déjà l'occasion d'en parler ensemble, qui date de 1970. Alors, les 2 délibérations portent d'une part sur des études et le principe de mise en place une délégation de service public pour étudier les suites, la modernisation du parking et on va dire l'exploitation future. Donc, tout d'abord, le principe d'une délégation de service public et la mise en place d'une consultation pour trouver un exploitant avec un certain nombre de, on va dire, d'obligations pour cet exploitant. La deuxième délibération, donc DVD 12 et DVD 38, la deuxième délibération porte sur la prolongation de 18 mois du contrat actuel de concession pour l'exploitant actuel qui est Indigo. Alors, on va pas reprendre la totalité, c'est assez technique, notamment les travaux demandés. Moi, ce que je dirais tout de même, c'est que je propose de voter favorablement, mais je dirais quand même plusieurs choses. Premièrement, je n'ai pas trouvé dans la documentation d'éléments sur la dépollution. Il y avait une station-service dans ce parking, station-service qui a été supprimée. J'ai pas d'éléments là-dessus et dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, il me semblerait utile qu'une dépollution soit effectuée ou en tous les cas s'assurer que il n'y ait pas de problème de santé publique. Nos responsabilités seraient tous engagées. Dieu sait que la sécurité de nos concitoyens est extrêmement importante pour nous. La deuxième chose, c'est que la délibération vise des places gratuites et des places accessibles gratuitement pour les services de la propreté. J'aimerais bien également qu'on prévoie le cas échéant des places pour la police municipale si jamais elle en avait besoin, parce que j'ai pas vu d'éléments là-dessus et les voitures de la police municipale, notamment la nuit, pour éventuellement en avoir besoin. En tous les cas, c'est une question qu'on peut se poser. Par ailleurs, moi, je trouve, alors sans accuser particulièrement la mairie centrale, mais je trouve que quand on lit toutes ces délibérations, on a quand même l'impression que ces délégations sont quand même faites pour rapporter un maximum d'argent. En réalité, ces parkings, ils sont là pour rendre service aux Parisiens qui habitent ici ou éventuellement aux Parisiens qui ont des commerces ou qui viennent en déplacement, viennent rendre visite à leur famille ou autre. Donc, le but, c'est pas d'avoir les tarifs les plus chers et d'avoir la rentabilité la meilleure. Le but, c'est d'avoir un service de qualité pour les Parisiens. Donc, moi, je trouve que le cahier des charges devrait être le plus strict possible, notamment sur une présence humaine. Il y a plus de présence humaine à l'Indigo, ou alors très réduite à l'Indigo place Saint-Sulpice. Celui qui est place Saint-Michel, il n'y a plus de présence humaine jamais. Je trouve que d'avoir un petit peu de monde et des gens qui soient présents, c'est quand même utile. Je trouve également que sur la propreté, sur la qualité des ascenseurs, on devrait être un petit peu plus strict. Et puis enfin, je dirais que si l'objectif n'est pas la rentabilité maximum, je trouve que tant pour les vélos que pour les habitants qui utilisent des voitures électriques, je trouve qu'on doit avoir un tarif spécial. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui on a un tarif identique pour un habitant du 6e qui utilise une voiture électrique et un habitant du 6e qui utilise une voiture thermique. Je trouve qu'on doit avoir une dichotomie, une différenciation plus importante dans dans la tarification et qu'on devrait favoriser l'utilisation de véhicules électriques pour les habitants de Paris. Voilà, les petites observations. Mais à titre personnel, je vous propose de voter favorablement, d'autoriser la maire de Paris à, sur le principe, approuver une DSP et étudier la mise en place de la future DSP en attendant cette future délégation de service public de proposer à l'exploitant 18 mois supplémentaires d'exploitation dans les conditions actuelles. Je vous remercie. Non, mais je partage quasi-totalité vos remarques. Et effectivement, il y a toujours des progrès à faire. Et je propose je vais peut-être écrire au directeur d'Indigo Paris pour lui faire remarquer. D'ailleurs,
votre remarque sur la présence humaine est tout à fait fondée, d'autant plus que, et il faudra y être attentif, c'est que au cours des appels d'offres, il y a quelquefois des passations de témoins. Et là, par exemple, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mes chers collègues, on a voté au dernier conseil le fait qu'Indigo allait se substituer à la SAMS pour la gestion du parc de stationnement école de médecine. Et la SAMS, qui est la société mixte d'exploitation du stationnement, qui est une filiale de la ville de Paris, qui a beaucoup investi dans ce parking, a des personnels. Donc ça va être donc moi je vais écrire à Indigo, d'ailleurs Indigo, pour demander qu'on maintienne ce personnel. Il n'y a pas de raison qu'on passe d'une personne présente à 0 personne présente. Hein, ça me paraît surtout que c'est souvent des emplois qui permettent à des jeunes ou à des moins jeunes de travailler à des heures quelquefois un peu inhabituelles, donc c'est important. Alors peut-être 2 votes, donc un premier vote sur le principe de délégation publique sur le parc de stationnement Saint-Sulpice, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté, et le DVD 38, parc de stationnement Saint-Sulpice, la prolongation de 18 mois pour faire coïncider sur la même date le parking, le parc de stationnement, le parc public et le garage. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, c'est adopté. Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant à l'étude du vœu et ensuite à la question orale qui a été déposée par notre collègue Antoinette Kiss. Sur le vœu, Madame la conseillère, je vous donne la parole, peut-être. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce vœu, c'est pour une collecte saisonnière, une collecte de biodéchets coquillés, c'est-à-dire en gros des coquilles d'huîtres, des coquillages, au niveau de l'arrondissement. Alors, c'est une collecte spécifique qui commence à se faire un petit peu sur Paris et aussi à Toulouse. L'idée, en fait, c'est plutôt que ces coquilles partent avec les autres déchets, qu'elles aient un usage spécifique et circulaire, c'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose. Par exemple, on peut en faire de la nourriture pour les poussins. Dans les coquilles, il y a des minéraux qui sont très bons aussi pour les œufs. Et du coup, c'est l'idée de considérer de plus en plus nos déchets, non pas comme des choses dont on doit se débarrasser, mais des choses qu'on doit réinsérer dans une économie circulaire. Et voilà, donc c'est l'idée de ce vœu, également d'avoir une démarche éducative auprès des citoyens à ce sujet. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, vous m'avez surpris et vous m'avez appris quelque chose. J'étais peu au fait de ces problèmes. Deuxièmement, on est intéressé par faire quelque chose avec vous. Et normalement, c'était notre collègue Séverine de Comprégnac qui devait vous répondre, justement, de façon plus argumentée, mais je vais essayer de revenir. Elle est bloquée à l'Assemblée par la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée, qui est d'ailleurs déjà intervenue la semaine dernière, mais vous savez qu'il y a une activité un peu chargée. Elle m'a passé un petit message en s'excusant. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Elle a donné pouvoir d'ailleurs à Iris Berthomier pour la fin du conseil. Et elle est, comme vous, intéressée et elle connaît un certain nombre de choses. Donc, ce que je voulais vous proposer, parce qu'on n'a pas pu aller plus loin compte tenu un peu des vacances, ça serait que vous travailliez tous les deux sur le processus. Vous garderez la paternité de ce vœu. On verra si, vous voulez l'associer ou pas ensuite nominativement, mais qu'on l'adopte pas ce soir. On n'a pas suffisamment d'éléments. D'ailleurs, il y a plein de choses dans votre vœu. Vous parlez de ce qui est fait dans le 14e, etc., etc. On n'a pas eu le temps de regarder ça. Donc, ce que je vous proposerais, c'était que vous retiriez votre vœu pour retravailler. Et Séverine de Comprégnac vous contactera très prochainement. Vous retravaillez tous les deux et que vous nous proposiez quelque chose, un dispositif, tout en vous disant qu'on pourra pas non plus, forcément, ça serait en lien, comme vous le dites, avec des professionnels, en lien peut-être avec ce qui existe déjà, parce qu'on peut pas, nous, stocker à la mairie du 6e arrondissement, vous en rendez compte, à nous-mêmes, ce type de déchets, quel que soit l'intérêt. En revanche, effectivement, en liaison peut-être avec des professionnels, en liaison avec la DPE, avec la ville, qu'on ait le temps de concevoir quelque chose. Si vous en êtes d'accord. Oui, parce que ce qui se fait actuellement dans les mairies en question, dans le 14e, 12e et 11e, c'est pas une collecte au sein de la mairie. En fait, c'est disposer des bacs dans les poissonneries, les marchés, ça se fait dans le 11e.
et une petite animation également sur les marchés. Après, les entreprises en question, moi j'ai contacté une de ces entreprises, celle qui fait sur Paris, elle vient récupérer les coquillages. C'est pas comme les mégots, ça se passe pas, c'est moins compliqué à mettre en œuvre. Documenter, en fait. Ce que je vous propose, documenter un peu, voyez-vous avec Séverine, échanger et vous représentez votre vœu lors d'un prochain conseil de façon documentée, vous voyez? Oui, hein? ok. Hein, de plus, comme ça on aura plus d'éléments et on saura davantage, on en saura davantage. Mais sur le principe, on est d'accord, surtout que ça va dans le sens de l'histoire. Même si nous ne sommes pas sur les côtes bretonnes ou méditerranéennes. Si vous êtes d'accord, donc on le retire et vous retravaillez, on retravaille, mais c'est vous qui avez la paternité de ce vœu. Je vous remercie, ma chère collègue. Alors, sur les terrasses estivales, vous avez posé une question que je qualifierais d'actualité sur les terrasses estivales. Donc, je vous laisse peut-être, vous voulez reprendre la parole peut-être sur votre question orale, et puis c'est Charles Flaubert qui vous répondra, et qui d'ailleurs ça nous a permis justement de faire un point d'actualité dont tous les conseillers vont bénéficier, puisqu'on est en train de déposer mettre sur table la réponse que Charles Flaubert vous lira. Voilà, donc l'idée de cette question, c'était de faire un petit peu un bilan à mi-étape, enfin un peu plus qu'à mi-étape, parce que le 1er avril, ça s'approche vraiment très vite, pour savoir en fait essentiellement quelles étaient les nouvelles demandes d'autorisation, parce que apparemment les terrasses estivales qui n'ont pas posé de problème, entre guillemets, sont reconduites tacitement, d'après ce que j'ai compris. Et par contre, savoir quelles sont les nouvelles demandes d'autorisation de terrasse estivale, et aussi quels sont les établissements qui ont posé problème et qui ne seront pas reconduits. Avoir un petit peu un état des lieux, et aussi savoir au niveau de la police municipale du 6e, ce qui est prévu pour quand il y a des problèmes, quand il y a des signalements de la part des riverains, quelle est la politique générale de l'arrondissement sur ce sujet, qui intéresse beaucoup les habitants du 6e. Je vous remercie. Chers collègues, alors Charles Flaubert va vous donner la réponse qui a été travaillée en liaison avec les différents services. Là, on a eu le temps, effectivement, d'avoir des éléments précis qui sont donc communiqués avec votre question orale à l'ensemble des membres du Conseil. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, ma chère collègue, alors j'apprécie d'autant plus votre question que vous savez que pour moi, ces terrasses estivales et la tranquillité des habitants du 6e sont un travail, j'allais dire, quotidien de monsieur le maire, de moi-même et des effectifs de la police municipale. Alors, petit rappel, si on revient en arrière, avait été déposé l'année dernière, il y a un an, 651 demandes de terrasses estivales. 651 demandes avaient été déposées. Sur ces demandes, la mairie avait autorisé 116 terrasses. Excuse-moi, il faut que tu lises précisément, parce que c'est pas la mairie, c'est pas si tu dis la mairie, on a l'impression que c'est la mairie du 6e. Faut lire précisément la réponse. C'est très précis, hein. Bon. Donc, après examen par les différentes parties concernées, donc l'urbanisme et consulté, voirie, police, mairie du 6e, c'est un avis consultatif, l'avis de la mairie du 6e. C'est pas nous qui donnons les autorisations, c'est la mairie centrale. La mairie, c'est la mairie centrale. Mairie de Paris. Donc 116 terrasses avaient été autorisées et avaient été installées entre le 1er avril et le 1er novembre 2022. 535 demandes avaient été refusées pour différents motifs, dimensions, nuisances sonores extérieures, on va dire comportement général de l'établissement qui n'était pas forcément bon, notamment avec une avis des services de police qui est extrêmement important. Et non-respect du RET, le RET c'est le règlement des étalages et des terrasses de la mairie de Paris. Alors, si on va un peu plus dans le détail, si 116 terrasses avaient été autorisées sur 651, c'est évidemment que la mairie du 6e, sur 651, 116 avaient été autorisés sur 651 demandes, c'est que la mairie du 6e avait donné un avis négatif sur un certain nombre de demandes. C'est-à-dire que la mairie du 6e elle-même a
s'est opposé à un certain nombre de demandes pour notamment la tranquillité des habitants du 6e. En 2023, 24 dossiers ont été déposés à cette date, au 1er mars. Ces demandes, ces dossiers sont actuellement à la DU, à la direction de l'urbanisme, pour instruction. Et on sera ultérieurement saisi pour avis. On peut donc penser qu'il n'y aura pas d'évolution significative du nombre des terrasses estivales autorisées dans le 6e. Alors, pourquoi? Là, il faut peut-être l'expliquer. C'est que les autorisations qui ont déjà été délivrées sont reconduites par tacite reconduction, sauf opposition de la mairie du 6e. Évidemment, la mairie du 6e... Enfin, évidemment, non, c'est pas évident, mais voilà. De la direction, de la police, et ainsi de suite. Sauf opposition, on va dire, des acteurs. Il est bien certain que sur les terrasses qui ont été autorisées, toutes ne seront pas reconduites. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été corrects. On a eu des plaintes, on reçoit, monsieur le maire, moi-même, les services, des mails, des lettres et autres sur on va dire des comportements qui sont inadéquats. Il est donc certain qu'il y en a quelques-unes, quelques terrasses qui ne seront pas renouvelées. En tous les cas, nous, on s'opposera et on donnera un avis défavorable de notre côté. Pour certains, on va pas donner de nom évidemment, c'est pas du tout le lieu ici, mais pour certains, je pense peut-être au secteur Vavin notamment, on a eu quelques débordements qui sont pas acceptables, donc on diminuera un petit peu le nombre des terrasses, en tous les cas, de celles qui sont reconduites par tacite reconduction. Et donc, on a ces nouveaux dossiers qui ont été déposés. Donc, on précise, monsieur le maire, je lis strictement. Donc, la mairie du 6e émet des avis d'opportunité compte tenu de sa connaissance du terrain. Dans l'immense majorité des cas, la mairie du 6e est en phase avec les avis émis par la mairie de Paris et les différents services, la préfecture de police par l'intermédiaire du commissaire. Moins d'une dizaine d'autorisations ne seront pas reconduites en raison du comportement incivique des gérants. Dans ce contexte, la police municipale jouera éventuellement un rôle majeur dans le contrôle du respect de ces terrasses, tant pour les horaires que pour les débordements physiques et sonores. Donc ça, il faut bien savoir, Madame la conseillère, que la police municipale, dès le début de l'exploitation des terrasses municipales, elle fera des contrôles et elle vérifiera bien que les règles sont respectées sur effectivement les horaires, sur les implantations, sur le bruit. Voilà, on a eu des problèmes d'implantation sauvage cet hiver d'un certain nombre de terrasses. Alors c'est pas ces terrasses-là, mais c'est terrasses de façon générale, avec on va dire des encombrements de la voie publique. Donc c'est une activité mais quotidienne des agents de la police municipale, avec des contrôles hebdomadaires et malheureusement des procès-verbaux qui sont dressés de façon hebdomadaire par les services de police. Et en tous les cas, sachez bien que à titre personnel, vous pouvez me faire confiance pour demander le plus possible des contrôles, notamment au début de l'exploitation, parce que c'est tout au début de l'exploitation qu'il faut tout de suite faire appliquer les règles. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire adjoint. Et bien sûr, ce qui est bien sûr très important dans les terrasses estivales, c'est d'ailleurs le respect également de l'horaire. Et ça, c'était bien sûr 22 heures. Alors 22 heures, ça peut être 22h15, 22h30. Si quelqu'un a entamé, si on peut pas les forcer, risquer une intoxication alimentaire, mais après, on peut pas passer de 22h à 2h du matin. Ça, c'est pas possible. Alors, il est possible, là vous avez noté qu'actuellement à la date du 1er mars, on n'avait que 24 dossiers qui avaient été déposés. Compte tenu du fait que les 116 qui ont été autorisés l'année dernière, il y en aura peut-être, sur les 116, il y en aura peut-être 110 de parfaitement reconductibles. Il y en a un certain nombre de nouvelles qui se sont fait connaître parce qu'il y a un turnover, il y a une rotation dans l'exploitation. Et puis, on aura peut-être des personnes qui avaient été refusées l'année dernière, qui reviennent à la charge. On verra si bien sûr ces exploitants reviennent à la charge en respectant le règlement des étages et les terrasses de la mairie de Paris, qui est la Bible, qui est vraiment la Bible, et qui est d'ailleurs une Bible assez bien faite, assez complexe, et qui prévoit la totalité des cas, qui a intégré d'ailleurs les dernières évolutions. Plus de chauffage, plus de certains écrans, etc., etc. Donc, on ne peut pas empêcher certaines personnes de reposer la question. Si ça se présente dans les mêmes conditions que l'année précédente, il y a de fortes chances que ces terrasses soient refusées. Voilà. On restera donc
très vigilant, et vous avez toujours la capacité dans vos conseils de quartier respectifs, et je sais que vous êtes attentifs à nous, quand vous avez des remontées d'informations de la part d'un certain nombre d'habitants, à nous les faire connaître, et nous on les transmet à la direction de l'urbanisme, à la police municipale, qui agit relativement bien, tout en sachant que certains exploitants quelquefois retirent un guéridon quand ils voient débarquer la police municipale et le remettent dès qu'elle est partie. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Je vous remercie, mes chers collègues. Je vous remercie, monsieur le maire adjoint. Alors, justement, si je puis dire, à l'appui et venant juste après cette question qui nous a permis de faire le point sur les terrasses estivales, je voulais vous faire une petite information sur une charte locale qui est en train d'être rédigée par la direction de l'urbanisme de la mairie de Paris et qui va nous permettre de faire évoluer sur le secteur de la rue de Seine, dans sa partie comprise entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Bussy, c'est-à-dire la partie de la rue de Seine qui fait l'objet d'une opération Embellir Paris, qui va voir les trottoirs élargis, c'est-à-dire que nous aurons une situation identique à la rue de Bussy. Nous allons en profiter pour justement demander aux 2 ou 3 exploitants qui sont présents sur place, de mémoire Huguette, c'est un restaurant de poissons, et la Diva des Prés, de modifier l'implantation de leur terrasse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une terrasse ouverte, un passage réservé aux piétons, qui en général qui a tendance à se réduire au fur et à mesure que nous progressons dans la soirée, et une contre-terrasse, on leur demande maintenant de faire une seule terrasse ouverte composée de leur terrasse, de leur ancienne terrasse ouverte et de leur contre-terrasse, ce qui permettra de conserver une largeur disponible et accessible pour les personnes, pour les promeneurs qui souvent empruntent la chaussée dans la journée, mais qui peuvent, lorsqu'un taxi arrive, desservant l'hôtel La Louisiane ou repart, lorsqu'un vélo électrique passe de façon un peu forte, de pouvoir regagner le trottoir. Donc c'est une réunion de concertation a eu lieu, ça a été accepté par la direction de l'urbanisme, et ça va donc être une disposition particulière à ce secteur de la rue de Seine. Et nous envisageons de faire la même chose rue de Bussy, où là les problèmes de sécurité sont encore un peu plus forts, et en demandant, bien évidemment, pour la partie de la rue de Bussy comprise entre la rue Mazarine et la rue de Seine, aux exploitants de réunir leurs terrasses ouvertes et leurs contre-terrasses, qui constituera une véritable révolution pacifique, je l'espère, et qui nous permettra justement, au titre de la sécurité, de permettre aux piétons de toute nature de regagner la bordure de trottoir lorsqu'un camion de livraison arrive, lorsqu'une escouade de cyclistes un peu pressés, parlant éventuellement des langues étrangères et voulant découvrir le quartier de la Révolution arrive, etc., etc. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'un prochain conseil. Voilà. Et ça, bien sûr, cette disposition particulière, ça sera donc un petit feuillet de la Bible du règlement des étages et des terrasses de la mairie de Paris, et ça permettra à la police municipale de pouvoir intervenir, de se baser sur un texte réel. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Si vous avez des remarques, je vous donne bien volontiers la parole au titre des questions diverses. Avant de nous séparer, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'ai plusieurs points à évoquer ce soir au titre des affaires diverses. Le premier concerne l'Académie de la Grande Chaumière. On y revient encore une fois. Puisque là, ça y est, il y a un permis de construire qui a été, de détruire, moi j'appelle ça le permis de détruire, qui a été déposé fin décembre. Donc vous savez, l'Académie de la Grande Chaumière, donc fameuse académie de dessin historique, qui a vu passer de très grands peintres et qui est vraiment fait partie de notre patrimoine culturel dans le quartier, qui est menacé par le rachat, donc suite au rachat avec ce nouveau propriétaire depuis 2018, donc qui a mis fin au bail de l'Académie de la Grande Chaumière et qui a un projet qui n'est pas celui d'une académie de dessin, ostensiblement, et qui, ça y est en train de mettre en route son projet puisqu'il a déposé un permis de construire, donc qui est en cours d'étude au niveau de la direction de l'urbanisme. Donc
Donc, comme les choses avancent, je voulais quand même qu'on puisse de nouveau lancer l'alerte en qualité de notre fonction de conseillers municipaux, puisque je pense qu'on partage quand même globalement la volonté de maintenir une activité culturelle et idéalement une académie de dessin dans cet espace-là, qui a historiquement été dédié à cette activité culturelle et artistique. Donc, sachez, Monsieur le maire, que moi j'ai interpellé donc la direction de l'urbanisme. J'ai fait remonter le sujet au premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui va regarder de plus près le dossier. Ce qui est compliqué, c'est que on ne sait pas, le nouveau propriétaire ne peut pas nous dire précisément quel est son projet. On ne sait pas quel est son projet. Il a l'air de dire qu'il souhaite maintenir une activité d'académie de dessin. Il pourrait même créer sa propre association. Mais on n'a pas vraiment d'informations. En réalité, ni les riverains, ni l'actuelle Académie de la Grande Chaumière n'a d'informations. Visiblement, il y a quand même des rumeurs autour d'un projet immobilier qui serait d'une nature complètement différente en termes d'activité que de ce qui a toujours existé dans cette adresse. Donc, je voulais savoir, Monsieur le maire, si vous pouvez nous confirmer ce soir que vous soutiendrez l'Académie de la Grande Chaumière et le maintien, à minima, si c'est pas l'Académie de la Grande Chaumière, d'une autre association de dessin, pour maintenir une activité culturelle à cette adresse. Et vous opposez au projet immobilier du nouveau propriétaire, qui est un projet privé qui n'a rien à voir avec la philosophie de ce lieu. Absolument, mais merci de votre alerte, ma chère collègue. On a l'occasion de revenir dessus, bien évidemment, puisque malheureusement, cette opération a été, elle aussi, altérée, retardée, compliquée, complexifiée par la Covid et je dirais l'embourbement général de tous les opérateurs, aussi bien de l'opérateur privé que des services de la ville. Pour moi, il n'y a aucune raison d'être, je dirais, de ne pas être non seulement attentif comme vous l'êtes à ce projet, mais d'être exagérément inquiet. En réalité, mais nous aurons l'occasion d'en revenir. Moi, j'en parlerai à Emmanuel Grégoire. Je vous rappelle d'ailleurs quand même qu'il y a une certaine protection, puisque la DRAC a instruit une protection sur le lieu, sur les grands ateliers historiques qui ont accueilli effectivement tous les grands peintres de Montparnasse. C'est d'ailleurs le dernier témoin du Montparnasse du début du XXe siècle. Donc nous avons une responsabilité historique, et la ville a une responsabilité historique. Si nous laissions dénaturer ce lieu tant dans sa forme que dans son esprit, ce serait une catastrophe. C'est quasiment le dernier témoin. Alors ensuite, il faut progresser sur le boulevard Raspail. On retrouve dans le 14e un certain nombre de lieux. Mais ça, c'est vraiment le Paris. C'est le Paris du début d'année qui a accueilli Fujita, qui a accueilli tous les grands peintres de Montparnasse, qui étaient souvent des exilés. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le très beau livre de Mathieu Lebal, que j'ai d'ailleurs soutenu et fait soutenir, qui est un livre remarquable, qui est vendu à 50 €, qui était assez cher, mais c'est une bible véritablement sur le Montparnasse des années 20 et que je vous incite tous à acheter. Alors pour revenir à notre sujet, il y a un permis de déposer. Il y a en réalité, ma chère collègue, une situation juridique qui est très compliquée. Et en réalité, sous le versant d'un certain nombre d'associations qui ont exploité les lieux, je dirais, il y a des gens qui les ont exploités, et tant mieux, ils ont maintenu les activités, mais ils n'ont absolument pas entretenu le bâtiment. Le bâtiment est dans un état de vétusté totale, d'insécurité totale, tant sur le plan des fondations que sur le plan des installations électriques. Et on risque, si les travaux ne sont pas faits, on risque le feu. Alors après, c'est très français, c'est très classique. Ceux qui auraient voulu le faire ne l'ont pas fait. Ils auraient pu le faire à un moment parce que ça s'est pas vendu si cher. Et maintenant, ils voudraient faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avant. Et ils critiquent celui qui a acheté et qui voudrait faire en laissant susciter des rumeurs. Non, ça sera pas une opération immobilière, ça sera pas vendu un appartement. D'ailleurs, si c'était vendu un appartement, ça serait un grand loft, comme il y en a tant dans l'Est parisien, ce qui explique l'augmentation du prix du mètre carré dans l'Est parisien et la perte de la population et de la population scolaire en particulier. Mais ça sera pas ça, c'est une rénovation des lieux, et c'est destiné à maintenir une activité culturelle. Et je tiens à vous dire qu'on en reparlera tous, puisque pendant les travaux, il va y avoir un problème avec cette activité culturelle. Et il y a déjà 2 ans, je m'en étais entretenu avec
Christophe Girard, dans un premier temps, qui n'a pas souhaité faire intervenir la ville, mais la ville ne peut pas intervenir sur tout, c'est évident. Ensuite, et Karine Roland, car se posera la question du recasage, relocalisation des activités, de tout ou partie des activités culturelles. Et j'ai notamment pensé que le 80 boulevard du Montparnasse, vous l'avez dit, mais je vous le redis maintenant, qui est une ancienne école d'ailleurs. Vous voyez, une ancienne école, c'était fait dans le 14e, qui a été convertie en atelier Beaux-Arts et qui est d'ailleurs très proche de la place du 10 juin 40, pourrait être un lieu d'accueil de ces activités. Après, il faut une convention. S'il y a une convention, la ville peut très bien faire une convention entre l'association et elle-même. On a bien accueilli la Confondation des femmes dans l'école du 9 rue de Gérard. Et je me suis pas opposé, au contraire, on les a aidés un maximum. Donc, si la ville n'est pas capable de passer une convention pour une utilisation partielle du 80 boulevard du Montparnasse, ça serait dommage. Après, on verra si ça se fait pas là, ça pourra peut-être se faire ailleurs. Donc, il y aura peut-être une période de latence due aux travaux, mais il est évident que on va pouvoir revenir dessus. Mais je vous remercie de votre alerte parce qu'on n'est jamais assez prudent. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Deuxième sujet sur une toute autre question. On a parlé un petit peu pendant ce conseil des stationnements. Alors moi, je viens vers vous pour porter à votre connaissance une situation qui m'a été remontée par des riverains sur l'accueil de jour du 17 rue du Four, sur la question justement du stationnement. Alors je suis allée sur place de nouveau pour bien étudier les stationnements qui existent aux abords de ce lieu d'accueil de jour. Donc je rappelle, centre d'accueil de jour qui accueille des personnes notamment avec des troubles neurodégénératifs. Et donc qui sont parfois des personnes à mobilité réduite qui viennent pour avoir accès à ce centre, enfin cet accueil de jour. Et par ailleurs, il y a une plateforme des aidants associée à cet accueil de jour. Et donc, il n'y a aucune place pour personnes à mobilité réduite dédiée juste à côté de cet accueil de jour. Alors jusqu'à maintenant, je pense que l'accueil n'avait pas réclamé de place spécifique. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que donc ponctuellement, en fait, il y a le Crédit Agricole qui est juste à côté, et il y a une grande place caisse d'épargne, excusez-moi. Et il y a une grande place de stationnement dédiée au transport de fonds. Et donc il arrive en fait ponctuellement que des véhicules qui viennent déposer des personnes qui vont dans le centre de jour se stationnent là, et il y a un certain nombre, voilà, exactement, qui sont repartis chez eux avec 135 € d'amende. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec un conducteur du PAM, c'est les véhicules spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, et il connaissait très bien le sujet de cet accueil de jour, et le fait qu'effectivement, il n'y a aucune occupation partagée, en tout cas aujourd'hui, avec la caisse d'épargne, sur l'occupation de cette place qui pourrait, parce que les transports de fonds, je veux dire, elle n'est pas occupée, en fait, cette place, la majorité du temps. Donc, est-ce qu'on pourrait pas envisager de demander en tant que mairie du 6e une sorte de fonctionnement partagé avec la possibilité, éventuellement, quand les personnes viennent déposer, Petite lettre, ma chère collègue, faites-nous une petite lettre. Après, malheureusement, les aires de transport de fonds, c'est légal. C'est excessivement compliqué, mais on peut essayer. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de partagé. Ça, à mon avis, juridiquement, c'est pas possible. En revanche, éventuellement, créer une place handicapée en face, parce qu'il y a des places de stationnement payants, là, éventuellement, on pourrait regarder si c'est possible. On peut peut-être réduire l'aire de transport de fonds et recréer quelque chose. Mais c'est vrai qu'elle est grande. On va regarder. Il y a un linéaire assez grand entre la rue des Princesses, puisque c'est rue Princesse, et la rue Mabillon. On va regarder. Mais faites-nous une petite lettre courte comme ça. Dernière chose, peut-être? Oui, deux autres choses. Oui. Je voulais, puisqu'on est le 6 mars et que ça va arriver bientôt, je voudrais saluer le travail de ma collègue donc Chantal Lambert-Burins, puisque nous avons réussi, et je m'en réjouis puisque ça fait aussi suite à un vœu que j'avais déposé en 2021. Vous annoncez donc la journée de la petite enfance, mais peut-être Chantal, vous voudrez en dire un mot plus tard ou sous un autre format, mais voilà, on va organiser une journée de la petite enfance en mairie du 6e. Je voudrais vraiment vous remercier parce que je suis très très heureuse que ce projet voit le jour.
et ça a été un travail de votre part. C'est le samedi, donnez la date. Samedi 25 mars, en mairie du 6e, à partir de 9h. Voilà, exactement. Il y aura un premier temps, donc réunion tout mode de garde. Donc on va expliquer en fait aux familles qu'ils souhaiteraient tous les modes de garde dans leur diversité qui existent. Et ensuite, Madame Chantal Lambert-Burins donc a permis qu'il y ait un certain nombre d'associations qui puissent venir pour faire des activités avec les enfants, avec les parents. C'est un tout nouveau format à la mairie du 6e, ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, donc on va réussir à le faire. Donc moi j'incite vraiment tout le monde à diffuser au maximum cette information sur cette journée du 25 mars. Cette matinée au moins. Je vous invite vraiment à venir aussi si vous êtes disponible et à en parler à tous les parents que vous avez autour de vous, sachant que voilà, c'est une journée de la petite enfance, mais il y aura des activités qui peuvent aussi s'adresser à des enfants un petit peu plus grands. Donc c'est vraiment un événement aussi familial donc je m'en réjouis. Merci encore vraiment beaucoup pour ce travail. Je suis très très contente. Moi je diffuserai au maximum l'information et tout est déjà sur le site de la mairie du 6e. Donc voilà, je voulais saluer encore et féliciter le travail de Madame la première adjointe sur ce sujet. Merci. Il y aura, pour ceux qui ont loupé le salon de l'agriculture, il y aura une ferme pédagogique. Mais il n'y aura pas de stand de boissons, je vous le signale. Malheureusement, je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas de poules, ni de canards, ni d'oies, puisqu'il y a un souci de grippe aviaire et que donc ça sera remplacé, mais il y aura plein de petits animaux. Bon, il n'y aura pas d'alligator non plus. Non. Il n'y aura pas d'alligator. Bon, très bien, parfait. Allez-y. Voilà, rapidement. Donc vous savez que mercredi, un sujet d'actualité, donc ça va être la journée du 8 mars. Vous savez, la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc j'avais une question, monsieur le maire, parce que je n'ai pas trouvé, j'ai été étonnée de ne pas voir de programmation spécifique pour le 6e, alors que, vous savez, la mairie de Paris a lancé toute une programmation à l'échelle de la ville sur cette journée du 8 mars, même si c'est tous les jours, en fait, les droits de la femme. Mais voilà, il se trouve qu'on a une journée. Donc nous, cette année, la ville de Paris a décidé de le tourner vers les femmes chercheuses. Il y a encore trop peu de femmes dans le secteur de la recherche. Donc on essaye de valoriser les parcours de femmes scientifiques. Voilà, c'est l'angle qu'on a choisi pour cette année au niveau de la mairie de Paris. Mais les arrondissements ont aussi la possibilité de décliner localement cette journée du 8 mars, qui est l'occasion, voilà, d'introduire de nouveau la question justement de l'égalité femmes-hommes. Et donc je voulais savoir pourquoi, il n'y a pas sur le site de la mairie du 6e, est-ce qu'il y a une programmation en fait tout simplement qui est prévue au niveau de la mairie? Et il y a bien un événement prévu dans le CISCOP qui a été diffusé dans tout l'arrondissement il y a 1 mois et demi. Si, et comme chaque année, on va rendre hommage à un certain nombre de citoyennes du 6e arrondissement qui, comme vous l'avez très bien dit, bon, cette journée, alors bien sûr, maintenant on l'appelle Journée internationale des droits de la femme. C'est un peu, passez-moi l'expression, c'est un peu has-been maintenant. On la maintient parce que, mais bon, l'égalité homme-femme, elle se vit tous les jours, hein. Et c'est vrai que dans ce pays où on est quand même une grande démocratie, mais on a quand même des progrès à faire, encore des progrès à faire. On le sait en matière d'égalité salariale, en matière d'égalité promotionnelle. Et puis on l'a découvert et on le redécouvre chaque jour à travers un certain nombre d'événements dramatiques en matière de violence intrafamiliale, familiale, enfin malheureusement, et ça peut toucher tous les milieux, y compris les milieux les plus évolués. Donc oui, c'est une cause très importante, et nous, je crois qu'il y a bien un événement qui est prévu au titre du CISCOP, et vous y êtes bien sûr, tout le monde y est invité. Mais on n'a pas fait d'exposition spécifique, mais sans ça, il est vrai que vous avez raison, les femmes, les milieux scientifiques, souvent les milieux scientifiques ont été très touchés par le négativisme en matière de recherche. On sait beaucoup, il y a d'ailleurs des films qui sont sortis, dans beaucoup de domaines, effectivement, les femmes, souvent, ont été occultées, elles ont participé à des grandes découvertes scientifiques, et puis certains hommes, je dirais, qui communiquaient davantage ou qui se mettaient en valeur davantage, ont récupéré la chose. Mais ça a toujours existé. Vulpian, par exemple, qui a une statue au bout de la rue Antoine Dubois, qui maintenant vous est à tous bien connu, a beaucoup travaillé sur le bacille de la rage, et c'est Pasteur, mais c'était 2 hommes, c'était une bagarre entre 2 hommes, c'est Pasteur qui a ramassé les trophées. Et il y avait, si je me rappelle bien, un scientifique allemand aussi qui a été en guerre
en guerre scientifique avec Pasteur. Donc, vous voyez, il y avait sans doute des femmes. Alors, elles nous ont été complètement occultées. Elles ont été complètement occultées. Donc, c'est une très bonne chose, effectivement. Les femmes scientifiques ne se limitent pas à celles qui ont travaillé sur les matières nucléaires, notamment. Mes chers collègues, il est temps... Si je peux me permettre, rapidement, c'est vraiment mon dernier point, vous pouvez m'excuser. J'ai noté que demain, vous êtes au courant qu'il y a une très grande grève nationale, un mouvement historique que je soutiens personnellement. Et j'ai vu qu'il y avait le départ boulevard Raspail. On a un point de départ fixe qui va se faire à Vavin. Donc je voulais savoir si ça passait par le 6e et s'il y avait un dispositif en termes de mobilisation de la police municipale spécifique. Enfin, est-ce que vous avez essayé vous avez des informations? Mes chers collègues, non mais là, si vous voulez, les manifestations nationales, c'est sous le contrôle de la préfecture de police. Après, il y a des liaisons entre la police nationale et la police municipale, mais là, c'est directement au niveau du directeur général de la police municipale, Michel Felquet, qui a effectivement des actions qui sont conduites. Là, ça part de l'intersection Raspail-Saint-Germain, métro Bac, ça remonte tout le boulevard Raspail. C'est vrai que c'est un itinéraire assez peu. Ça va tangenter la rotonde, l'aile de la rotonde, et puis après, normalement, ils vont tourner dans le boulevard du Montparnasse, direction Port-Royal, et pour se diriger ensuite vers la place d'Italie, je crois, vers la place d'Italie. Voilà. Écoutez, il faut souhaiter que ça se passe le mieux possible. Et que certaines façades ne soient pas maculées de tags, et certains arbres ne soient pas maculés de tags. Parce que je vous rappelle qu'on a des arbres qui ont été maculés de tags, boulevard du Montparnasse, boulevard Saint-Michel, ces dernières années. Alors maintenant que les arbres sont un peu mieux vus par tout le monde, on peut espérer que ça se passera le mieux possible. Mes chers collègues, il est temps maintenant de nous séparer en vous disant que nous nous reverrons non seulement un jour, mais le mercredi 5 avril 2023 à 17h30. Là, ça sera, alors c'est une réunion un peu formelle, hein, je m'en excuse, c'est la réunion plénière des conseils de quartier. Donc je me fais l'intermédiaire de Stéphanie Puigérinet pour demander aux présidents des conseils de quartier de faire leur petit bilan 2022, un bilan court, et ça sera suivi pour quand même que on ait un peu retenir l'attention de l'auditoire, ça sera suivi d'un SICA, enfin d'une réunion de conseil d'arrondissement en formation de SICA, auquel bien sûr l'ensemble des conseillers de quartier seront conviés, et ça portera sur les rues aux écoles, c'est-à-dire on reparlera de la rue Littré, on parlera de la rue Saint-Benoît et éventuellement d'autres rues qui pourraient être labellisées rues aux écoles. Notre prochain conseil d'arrondissement étant prévu le lundi 22 mai à 18h30. Et là, vérifiez bien, puisque en raison des ponts et de différentes contraintes, on a été obligé de basculer au lundi, aussi bien ce conseil d'arrondissement que le conseil du 22 mai. Ça vous va? Merci à tous et très bonne soirée.